Sunday Night Production. Dans le sport, les tabous sont encore nombreux, en particulier ceux qui touchent le sport au féminin. Pourtant, certaines spécificités peuvent impacter considérablement le quotidien des coureuses, que ce soit dans la gestion de leur entraînement, les pics de forme ou encore le regard des autres ou la préparation des compétitions. Dans cet épisode de Body and Mind, nous allons briser les nombreux tabous autour de la pratique du running au féminin. C'est parti. Dans la tête d'un coureur vous présente Body and Mind, un nouveau programme dédié au corps et à l'esprit. Chaque mois, un médecin du sport et une préparatrice mentale vous donnent toutes les clés pour améliorer votre santé et votre mental grâce à la course à pied. Bonne écoute. Soyez les bienvenus dans le podcast Dans la tête d'un coureur et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux tabous du sport féminin et en particulier dans le monde du running. Dans cet épisode de Body and Mind, nous allons nous pencher sur ces questions parfois tabous ou trop souvent mis de côté, voire même ignorées dans le monde du sport. Et pour nous aider à y voir plus clair, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le docteur Marion Delpierre, médecin du sport et traileuse de haut niveau. Salut Marion, merci infiniment d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui pour un épisode un peu spécial puisqu'on enregistre depuis Chamonix à l'occasion de l'UTMB dans l'espace de On Running qui nous accueille gentiment. Donc on est en extérieur, c'est pour là, il y aura peut-être un petit peu de bruit autour de nous, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas gâcher la qualité d'écoute, au contraire. Comment ça va Marion en cette belle fête de l'UTMB ? Salut Guillaume, écoute ça va très bien, c'est toujours un plaisir et une joie d'être à Chamonix, même si je ne cours pas cette année, ça fait toujours plaisir d'être ici et de pouvoir échanger avec toi sur un sujet qui me tient à cœur. Eh bien, c'est un plaisir partagé. Marion, pour commencer cette émission, j'ai envie de te poser une question qui va certainement conditionner toutes les autres. Est-ce qu'il existe vraiment des spécificités qui sont propres aux femmes dans le monde du running ? Oui, alors du coup, c'est vrai qu'à partir de la puberté, notamment, il y a des transformations qui se produisent chez les femmes, aussi chez les hommes, mais peut-être un petit peu moins visibles, on va dire. Il y a le début des cycles menstruels à la puberté qui va rythmer la vie de la femme jusqu'à la ménopause, donc une belle tranche de vie. Après, c'est vrai qu'au niveau de la puberté, on a une transformation aussi du corps. On va dire que par comparaison aux hommes, eux vont avoir leur taux de masse maigre qui va augmenter, leurs muscles vont prendre en volume et c'est vrai que les femmes c'est plus le taux de masse grasse qui va augmenter et puis il y a l'apparition de la poitrine, un petit peu plus de hanches, voilà, donc c'est vrai que cette transformation physique elle se fait au moment de la puberté et puis après il va y avoir tout ce qui va être contraception aussi qui va rentrer en jeu dans la vie d'une femme et aussi dans la vie d'une femme sportive. Donc c'est vrai que c'est des petits éléments qui, en comparaison aux hommes, sont importants à connaître et à prendre en compte dans la vie d'une sportive. Eh bien écoute, on va détailler toutes ces spécificités dans l'émission parce que le but c'est vraiment pouvoir donner un maximum d'informations. Surtout qu'on trouve finalement pas grand-chose dans les médias, dans la presse spécialisée, à moins qu'elle soit très spécialisée, mais sur les médias grand public, en tout cas c'est un sujet qui finalement est peu abordé. Et assez naturellement, quand on pense aux spécificités du sport féminin, on va évidemment penser aux cycles menstruels qui peuvent ou pas impacter la performance. D'ailleurs, en préparant cette émission, j'ai constaté qu'il y avait très peu, voire aucune étude qui avait établi clairement un lien entre la fluctuation des performances et les différentes phases de cycle menstruel. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, toi en tant que médecin, est-ce que les règles, elles impactent ou non la performance, puisque j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément d'études qui l'ont prouvé. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a finalement peu étudié ça ? Ça peut aussi être un élément de réponse, mais ça, tu vas nous le dire. Je pense qu'effectivement, on a encore du travail à faire pour étudier l'impact des fluctuations hormonales dans la vie sportive d'une femme. En soi, je pense que c'est très, très individuel, parce qu'il y a des femmes qui vont avoir ce qu'on appelle un syndrome prémenstruel, avec des symptômes à la fois physiques et psychologiques à l'approche quelques jours avant leurs règles. Elles vont avoir une tension au niveau de la poitrine, une humeur qui peut être un petit peu variable avec des émotions qui sont un petit peu plus marquées avant
avant les règles, les larmes qui viennent facilement, moins de patience. Voilà, c'est des symptômes à la fois physiques, mais aussi psychologiques. Il y a certaines femmes qui rapportent carrément des œdèmes au niveau des jambes par une petite rétention hydrique. Et ben, du coup, il y a un gonflement des jambes, une sensation de lourdeur. Donc, c'est vrai que ces symptômes-là, ils sont vraiment très individuels. Comme je viens de le dire, il y a des femmes qui n'ont aucun symptôme à l'approche de leurs règles, qui n'ont pas de règles douloureuses non plus, et d'autres, justement, quelques jours avant l'apparition des règles, qui ont pas mal de symptômes, et notamment physiques et psychologiques, et aussi pendant les règles, qui sont plus ou moins longues. Elles peuvent durer 3, 4, voire chez certaines femmes quasi une semaine. Donc c'est vrai que c'est vraiment très dépendant de la patiente, de la femme sportive. Effectivement, ça corrobore avec une étude que j'ai trouvée. Néanmoins, j'en ai quand même trouvé une que j'ai trouvée intéressante. Elle date de 2015, mais elle estime qu'un tiers des coureuses du marathon de Londres déclarent que leurs règles ont eu un impact négatif sur leur performance et sur la préparation de leur marathon. Et ça pose aussi une question, puisque aujourd'hui, si tu te balades sur Internet, une athlète féminine qui se dit « Tiens, j'ai envie de préparer un marathon », elle va certainement aller sur le site du Schneider Electric Marathon Paris. On va trouver sur Time2 des sites, des plans d'entraînement un peu tout fait. Alors, c'est pas l'idéal, mais il y a quand même beaucoup de coureuses et de coureurs à pied d'ailleurs qui ont recours à ces plans génériques. Ou sinon, on va tout simplement aller dans un club ou prendre un coach. Et il faut admettre quelque chose, c'est que la plupart des plans d'entraînement qu'on peut trouver sur le marché ou qui sont donnés par les entraîneurs sont des plans qui ont été faits et ont été pensés pour les hommes, et du coup qui n'incluent pas forcément ces cycles menstruels. Une prépa, c'est 12 semaines, c'est 3 mois, donc forcément on va être confronté à ça, et les entraîneurs ne sont pas forcément aussi tous sensibilisés. Pour eux, ils ne vont pas penser à construire un plan un peu différemment, alors que ça peut avoir un impact. Du coup, à ton avis, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas autant, pourquoi est-ce que les plans d'entraînement, les entraîneurs ne s'intéressent pas plus à cette question, alors finalement, un coureur sur deux est une femme, donc ça devrait être un peu plus important. J'ai l'impression que ça reste encore très marginal. Oui, c'est sûr que c'est les coachs qui s'intéressent vraiment à cet aspect, cette spécificité féminine avec cette variation hormonale, ces cycles menstruels, ce syndrome prémenstruel. Effectivement, je pense qu'il n'y en a quand même pas beaucoup. Il y en a quelques-uns. L'autre fois, j'étais tombée sur un podcast d'un entraîneur de vélo, Monsieur Hurdelin, il me semble, qui vraiment entraînait que des filles. Et il s'était vraiment intéressé à cette question du cycle hormonal et de comment adapter les séances, parce qu'on a quand même trouvé qu'il y avait certaines phases du cycle qui étaient quand même plus propices à mettre des grosses séances, tu vois, bien chargées en termes d'entraînement. Notamment, lesquelles particulièrement? C'est la première phase du cycle, donc c'est vrai que j'ai pas fait de rappel sur un cycle menstruel, mais il se découpe en plusieurs phases. Le début du cycle, déjà, c'est l'apparition des règles, donc l'évacuation de l'endomètre, du nid qui a été fabriqué par les hormones pour pouvoir accueillir l'embryon. Donc s'il n'y a pas fécondation, en fait, cet endomètre il est évacué, c'est ce qu'on appelle les règles. Et ensuite, tu arrives dans la phase qu'on appelle folliculaire, donc où là, tu as ton taux d'oestrogène qui va augmenter. Tu vas avoir une maturation au niveau de l'ovaire d'un ovocyte, d'accord, qui va être expulsé au moment de l'ovulation. Alors, c'est à peu près au 14-15e jour. Donc, on est dans la phase ovulatoire. Et après, on a ce qu'on appelle la phase lutéale, donc la phase post-ovulation, où là, on a une prédominance de l'hormone de la progestérone. Et là, du coup, si effectivement il n'y a pas de fécondation, cet ovocyte se transforme en corps jaune. Et puis après, tu as encore, on va dire, 14 jours. Et c'est de nouveau les règles qui viennent, parce qu'il n'y a pas eu de nidation en fait au niveau de l'endomètre. Il n'y a pas eu fécondation, donc il n'y a pas de grossesse. Donc il y a évacuation de ce petit matelas qui a été fabriqué pour accueillir l'embryon. Et en fait, dans certaines études, ils ont trouvé que dans cette première phase de cycle, donc ce qu'on appelle la phase folliculaire, les femmes étaient en meilleure forme. Déjà, il y a un ressenti personnel. Quand tu interroges les femmes dans cette première phase de cycle, en général, elles se sentent un peu pleines d'énergie, plutôt avec une humeur positive, et du coup sous l'imprégnation œstrogénique. Et sur certaines études, on a montré en fait qu'elles utilisaient mieux leurs glucides. Il y avait une meilleure, on brûlait mieux les sucres, on stockait mieux les sucres au niveau musculaire, et du coup il y avait une meilleure réponse à l'entraînement à ce moment-là, dans cette première phase de cycle, sur des entraînements un petit peu durs, de seuil, des entraînements de fractionnés, de VMA.
Donc c'est vrai que cette première phase folliculaire, elle est assez propice en fait à faire des séances peut-être un petit peu dures, déjà parce que le corps répond mieux et parce que psychologiquement, elles sont plus aptes à encaisser ce genre de séances. Au moment de la phase ovulatoire, il y a eu pas mal d'études qui ont montré qu'il y avait une fragilité pour le coup ligamentaire, une petite hyperlaxité ligamentaire au niveau de la phase ovulatoire, donc notamment au niveau soccer, enfin au football féminin, il y a plus de rupture du ligament croisé antérieur sur cette période du cycle, donc vers le 14-15e jour. Et sur la phase lutéale, celle post-ovulatoire, et ben justement, il y a peut-être un petit peu moins d'énergie à ce moment-là. Il y a plus un ressenti, les séances passent un peu moins facilement, il y a un peu moins de tonus rapporté chez les femmes sportives. Donc on se dit qu'avec ces petits éléments-là, c'est sûr qu'on peut peut-être essayer d'optimiser l'entraînement, de se dire, je ne dis pas qu'il faut faire que des grosses séances, enchaîner les fractionnés sur la première phase, parce que là, il y a un risque de blessure, mais je pense des séances qui peuvent être un petit peu plus dures à passer à la fois. Toujours dans le mois, il y a toujours une séance dans le plan un peu d'entraînement, il y a spécifique. toujours, quand on regarde son plan, on fait celle-ci, elle va faire mal quand même. Et donc, on se dit que peut-être que cette séance-là, un petit peu plus dure que les autres, ce serait plus propice à la mettre dans les 14 premiers jours du cycle, dans la première phase. Et puis les entraînements un peu plus aérobie, récup, où on est plus sur les lipides, où on est plus sur de l'endurance fondamentale, et plutôt mettre les sorties un petit peu plus longues sur cette deuxième phase du cycle. Et puis avoir justement du coup pour les sports notamment les sports pivots, faire attention du coup sur cette phase ovulatoire où on a peut-être une fragilité, peut-être un peu plus sujette aux blessures à ce moment-là, quoi. Merci beaucoup, ça donne en tout cas pas mal de pistes de réflexion. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse à un sujet dont on parle peu mais qui concerne pourtant une grande majorité de sportives et qui vient aussi avec les problématiques autour des règles, c'est la contraception. Alors, dans les faits, la charge de la contraception, elle pèse en tout cas majoritairement sur les femmes en grande majorité. Il y a la pilule, il y a les implants, il y a les stérilets, il existe quand même une multitude de solutions. Chaque méthode, j'imagine, doit avoir des avantages et des inconvénients. Alors, pour commencer, est-ce que quand on pratique la course à pied de manière régulière, qu'on ait une pratiquante régulière, est-ce qu'il y a des méthodes de contraception qui sont plutôt conseillées, déconseillées ? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ? Encore une fois, je pense que c'est vraiment très très individuel. Il y a plein de méthodes aujourd'hui. Donc un bref rappel, on a les pilules œstroprogestatives, les pilules progestatives, on a les implants, on a les patchs aussi, les anneaux. Le stérilet, qui soit hormonal ou au cuivre. Alors, justement, comme on parle stérilet, peut-être s'il y en a un où je dirais de faire attention chez une femme sportive, c'est le stérilet au cuivre, du coup, qui peut peut-être provoquer des règles un petit peu plus abondantes. Donc déjà, on est quand même sujette à avoir une carence en fer, de par l'hémolyse, de par les impacts, de par le sport d'endurance. C'est vrai que si on se rajoute en plus des saignements abondants à cause du stérilet, c'est peut-être pas l'idéal. Donc voilà, mais après, sinon, il n'y a pas une qui est mieux que l'autre. Il faut savoir que la pilule, il ne faut pas l'oublier et qu'elle doit être prise tous les jours. Donc c'est vrai que si on a plutôt la tête en l'air, pourquoi pas se pencher plus vers le patch ou l'anneau qu'on retire au bout de 3 semaines. Donc il y a peut-être moins d'oubli sur ces méthodes-là. Le stérilet, une fois qu'il est en place, du coup c'est vrai qu'il n'y a pas d'oubli possible. Donc je pense qu'il faut vraiment... Il y a une centaine de moyens de contraception de pilules aujourd'hui. Il faut vraiment, je pense... en parler avec son gynécologue ou son médecin du sport pour pouvoir trouver la méthode la plus adaptée. Alors vous l'avez peut-être pas entendu, mais la pluie s'est invitée pendant l'enregistrement et donc on a dû changer de pièce. Vous allez peut-être avoir un changement d'acoustique. On parlait de méthode de contraception et moi ça me fait penser à quelque chose. J'ai entendu une célèbre médecin du sport recommander à des athlètes de haut niveau, ou pas recommander, mais en tout cas ne pas contre-indiquer l'enchaînement de plusieurs plaquettes de pilules. Donc on va pas marquer un temps de pause, on va directement enchaîner une nouvelle pilule pour faire sauter en fait les règles afin d'être plus pénalisé par les cycles. Et elle avait l'air d'expliquer que finalement ça n'avait pas forcément d'impact sur la santé de l'athlète. Moi ça m'avait surpris. Est-ce que finalement enchaîner les plaquettes de pilules sans marquer de pause pour éviter d'avoir ces règles, ça peut être une bonne solution? C'est à recommander, c'est pas à recommander? Qu'est-ce que tu en penses toi? Du coup, je pense que si vraiment déjà
il y a cette question-là d'enchaînement, c'est que soit peut-être qu'il y a un objectif sportif qui est important et que du coup la femme quand elle a ses règles, elle est pas bien, elle est fatiguée. Donc c'est vrai qu'à l'approche d'un objectif sportif, une course qu'on prépare depuis un moment, si on n'a pas envie d'avoir ses règles à ce moment-là, effectivement il y a pas du tout de souci pour enchaîner justement cette plaquette de pilules pour éviter que les règles surviennent pile au moment de ton raid d'aventure, ton marathon. C'est vrai que il y a pas de souci. Après, j'ai pas, je pense que c'est pas l'idéal non plus à chaque fois d'enchaîner sur des mois et des mois. Dans ces cas-là, vaut mieux changer de moyen de contraception et se tourner plus vers quelque chose de progestatif où il y a plus du tout de règles, pardon, parce que du coup, tu as quand même plein de méthodes de contraception comme on a dit tout à l'heure. Donc autant choisir la plus adaptée. Si on a vraiment plus envie d'avoir ces cycles, autant choisir changer de contraception et se diriger plus vers un implant ou un stérilet hormonal pour du coup ne plus avoir du tout ces règles, plutôt que de rester sur une contraception œstroprogestative et d'enchaîner les plaquettes pour ne pas avoir ces règles. Autant changer de moyen de contraception pour moi quand tu fais ça. Après, en soi, la pilule, soit elle bloque l'ovulation, enfin il n'y a pas d'ovulation, c'est le cas de la pilule œstroprogestative, soit il y a une action en fait mécanique locale sur l'endomètre pour éviter qu'il y ait une nidation dans le cadre des contraceptions à base de progestérone. Donc il y a deux méthodes un petit peu différentes, mais ça met pas du tout en péril la santé de la femme sportive, d'essayer d'adapter à des moments la contraception pour ne pas être gênée le jour J. Et je rebondis par rapport à la contraception parce que c'est vrai que je le vois souvent chez des jeunes patientes au cabinet. Il y en a qui ne supportent pas leur pilule, elles prennent du poids ou il y a de l'acné qui apparaît. Enfin, je pense qu'il y a tellement de moyens de contraception aujourd'hui que c'est dommage de rester avec une pilule qui ne nous convient pas en fait. Donc, pas hésiter à changer, voilà, pas hésiter à en essayer plusieurs. Après, il y a le problème qu'elles sont remboursées ou pas par la sécurité sociale. Exact. Et ça, c'est une problématique. Effectivement, c'est quand même un coût aujourd'hui qui repose aussi souvent sur la femme. Bien sûr. Donc ça peut freiner malheureusement. Ouais. Les mutuelles évoluent quand même beaucoup, je trouve, à ce niveau-là. Elles proposent quand même des forfaits pour prendre en charge les coûts de la contraception. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de méthodes. Il ne faut pas hésiter à en parler à son gynécologue et se renseigner parce que c'est dommage de rester avec un moyen de contraception qui ne nous convient pas. Effectivement, hyper intéressant. Marion, on va parler d'autre chose, un autre tabou qui malheureusement persiste encore dans le monde du sport et pourtant qui est extrêmement contraignant et on devrait en parler beaucoup plus souvent. Ça concerne les problèmes d'incontinence urinaire d'effort. Et là, les chiffres ils sont assez sanglants. Au cours de sa vie, une Française sur deux sera concernée par les fuites urinaires et pourtant 68% d'entre elles refusent d'en parler à leur médecin. Elles gardent ça pour elles. Et on sait malheureusement que les coureuses à pied, alors les hommes sont touchés par ce problème, mais les femmes sont beaucoup plus exposées que ça. Quand on est une coureuse, on augmente ses risques d'avoir des problèmes d'incontinence à l'effort. Est-ce que tu peux nous expliquer, dans un premier temps, pourquoi est-ce que les coureuses à pied sont plus concernées par ces problématiques-là ? Alors, il y a la course à pied, mais il y a quand même beaucoup d'autres sports. Tout ce qui va être sport où tu as une hyperpression abdominale, tous les sports un peu explosifs, ou même, tu vois, même les sports portés, escalade ou autres, il y a quand même des problèmes d'incontinence urinaire. C'est vrai que la course à pied, on le met dans une catégorie de sport à impact. Après, je modère quand même le terme d'impact parce que, en fait, ça dépend quand même de beaucoup de choses, de la qualité de ta foulée, la qualité de ton pied, entre guillemets le rebondi que peut avoir ton pied quand il touche le sol. C'est pas de la boxe en écart. Non mais voilà, du coup, mais c'est vrai qu'il y a énormément dans le sport globalement, il y a quand même beaucoup de problèmes d'incontinence urinaire. Là, je parle vraiment hors du cadre grossesse parce qu'il y a des problèmes d'incontinence même chez ce qu'on appelle la femme nullipare, donc il n'y a jamais eu d'enfant. Chez des très jeunes femmes de 20 ans, on peut avoir des soucis de 18-20 ans, on peut avoir des soucis d'incontinence urinaire. Donc c'est vrai que c'est un tabou, on n'ose pas en parler, comme les troubles du cycle, c'est quelque chose qui reste pas peu évoqué par les femmes, et je pense que
c'est aussi aux médecins à poser la question à leurs sportives qui suivent, notamment au moment de la visite pour le certificat médical. C'est une question qu'il faut poser. Avez-vous des troubles du cycle ? Avez-vous des problèmes d'incontinence urinaire ? Alors des fois, c'est une question, je le vois selon l'âge de mes patientes, ça surprend un petit peu, mais en fait, je pense qu'il faut pas désacraliser parce que c'est pas le terme sacralisé, mais il faut enlever ce tabou et il faut vraiment en parler parce que ça se soigne, cette incontinence urinaire. C'est un problème de faiblesse du plancher pelvien, c'est un problème musculaire, le périnée qui fait plus son rôle correct de soutien, et il y a des moyens, il y a de la kiné, il y a des sages-femmes aussi qui sont formées à ça pour renforcer ce périnée, et du coup c'est vrai que c'est dommage de ne pas en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui se soigne et ça fonctionne très bien, la rééducation périnéale. Donc vraiment là j'insiste. Justement, si une athlète nous écoute et elle a ce type de problématique, quelle solution, qu'est-ce que tu lui recommandes, quelle solution elle a pour justement essayer d'en finir avec ce problème qui doit être quand même assez handicapant? Du coup, déjà en parler à son médecin traitant, son médecin du sport, pour pouvoir ensuite vraiment mettre un mot là-dessus et dire voilà, j'ai des problèmes d'impériosité, je dois vite aller aux toilettes, il y a des moments où je n'arrive plus à me retenir et je peux avoir des fuites urinaires au niveau des protections de ma culotte. Donc ça déjà, il faut vraiment en parler, mettre le mot là-dessus pour pouvoir accepter entre guillemets cette pathologie et ensuite la traiter. Aller voir dans un second temps un professionnel de santé qui est formé à ça, donc kinésithérapie ou sage-femme, et puis faire ce qu'on appelle de la rééducation périnéale, donc faire alors je connais pas exactement le protocole de rééducation, il y a certaines différentes méthodes, il y a ce qu'on appelle le biofeedback, il y a la contraction manuelle, il y a des sondes, il y a plein de systèmes, en fait 3-4 systèmes qui existent pour rééduquer le périnée. Certaines auront besoin de 2-3 séances, d'autres un petit peu plus. Mais en tout cas, ça c'est à revoir avec le professionnel de santé qui est formé à cette problématique et le prendre en charge rapidement. Il ne faut pas rester avec ce souci-là, quoi. Merci infiniment pour ces éclairages. J'espère que ça pourra aider peut-être certaines femmes qui nous écoutent et qui sont face à cette problématique. Parce que moi, j'ai déjà eu le témoignage de personnes de jeunes femmes, justement, comme tu l'expliquais, puisque souvent on corrèle les problèmes d'incontinence plutôt aux femmes âgées, aux hommes âgés. Et elles avaient un peu l'impression d'être pas normales, entre guillemets, alors que finalement, c'était des pratiquantes régulières de course à pied. Finalement, il y a plein de femmes qui sont dans ce cas-là, quelques hommes aussi, mais plein de femmes qui sont dans ce cas-là. Et donc, il y a rien de... C'est assez courant. Donc, il faut aussi désacraliser. Ouais. C'est quelque chose d'assez courant. C'est pas que les femmes postpartum. C'est pas que exactement, après la grossesse. Ça peut être aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment en dehors du cadre de la grossesse. Donc, c'est pas... Il faut pas se dire... c'est pas une honte. Voilà. Il faut vraiment s'en occuper. C'est pas une honte et ça se rééduque très bien. Évidemment, on ne pouvait pas consacrer une émission liée au tabou du sport féminin sans parler d'une autre problématique tout aussi grave et qui concerne les TCA, les troubles du comportement alimentaire, qui touche malheureusement statistiquement plus de femmes, même si les hommes ont tendance à rattraper cet écart. On se rend compte que finalement dans nos sociétés et aussi avec la mise en avant d'athlètes, il y a un peu le culte de la maigreur dans notre sport, il faut le reconnaître, même si ça commence peut-être un petit peu à changer. Ouais, ça commence un petit peu à changer, on voit des athlètes même sur piste qui ont moins ce culte-là parce qu'on s'aperçoit qu'ils se blessent moins, qu'il y a moins de problèmes, et on va en parler de tout ça. Néanmoins, ça reste une spécifique qui fait des ravages dans le monde du running. Est-ce que d'ailleurs tu peux nous expliquer dans un premier temps, assez brièvement, on avait déjà fait d'autres émissions sur ça, mais on voulait vraiment en parler parce que c'est un sujet, il faut faire de la pédagogie, il faut en rappeler, il faut tout le temps en reparler au fil des saisons. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est les TCA ? Il en existe plusieurs. Alors, celui qui est vraiment connu, c'est l'anorexie, avec une restriction franche de l'apport alimentaire, de l'apport calorique chez la jeune femme, avec ce qu'on appelle une dysmorphophobie, donc en fait une perception de son corps, on se trouve toujours trop grosse alors qu'en fait on est maigre. Donc il y a vraiment, c'est une pathologie psychiatrique, c'est vrai qu'il faut mettre les termes là où ils sont nécessaires, c'est que s'il y a un problème vraiment de visualisation de son corps, il y a une restriction volontaire alimentaire.
Et ouais, on le voit, pardon, je te coupe, mais moi j'ai déjà été choqué face à des athlètes masculins, pour le coup, extrêmement minces, en état de maigreur même, et m'expliquer que finalement ils avaient des kilos en trop. Et on retrouve aussi ça dans le monde de la musculation, où certaines personnes ont l'impression de ne pas être musclées et du coup s'entraînent toujours plus. Alors c'est l'effet inverse, eux ils ont l'impression d'être pas suffisamment massifs, et on voit que la psychologie humaine elle est faite assez bizarrement, et ça c'est choquant des fois d'avoir des gens qui sont en condition de maigreur t'expliquer qu'ils ont des kilos en trop et en être persuadés. C'est un trouble de l'image du corps en fait. C'est vraiment que tu te regardes dans la glace et tu vois pas ce que tu es, et tu as une autre image en face de toi, et c'est vraiment un trouble de l'image du corps. Donc il y a ce phénomène d'anorexie, il y a aussi les problèmes de boulimie, où il y a une ingestion en grosse quantité d'aliments avec un effet vomitif ou laxatif derrière pour évacuer ce qui vient d'être ingéré. Donc c'est vrai que ces troubles du comportement alimentaire, il faut les détecter, et là c'est pas que le médecin aussi, il y a les entraîneurs qui comptent beaucoup. Il faut faire énormément attention à ce qu'on dit aux athlètes, notamment aux jeunes athlètes qui sont en phase de construction. Certaines réflexions, enfin moi j'entends des choses parfois au cabinet, t'avances pas, t'es trop grosse, ou ah bah tiens t'as bien profité cet été. Ouais, ou un entraîneur qui vient parler, tiens si tu veux faire un régime, si tu perdrais du poids, alors que finalement la personne n'a pas pensé à ça, et si tu as 2-3 kilos en moins, et c'est comme ça qu'on crée des troubles. Ça peut déclencher un process psychologique pathologique derrière, donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit à l'athlète pour justement pas sombrer là-dedans. Donc il y a ce phénomène volontaire en fait de soucis alimentaires, de restrictions, et après je trouve que dans le sport il faut aussi parler de tout ce qui est un peu involontaire, donc c'est-à-dire j'ai l'impression de manger assez, de manger correctement, de manger en quantité suffisante, mais en fait j'ai une telle dépense énergétique à côté avec mon sport. Et chez les femmes il y a aussi tout cet aspect de dépense énergétique lié au fonctionnement du cycle menstruel, donc j'ai une telle dépense énergétique à côté, un tel métabolisme de base, que en fait il faut que j'augmente mes apports caloriques en quantité et en qualité pour pouvoir répondre en fait à cette dette énergétique qui s'installe. Donc il y a l'aspect vraiment, je mets dans un coin tout ce qui est TCA, il y a l'anorexie athlétique où là on veut maigrir pour avancer plus vite, et puis il y a l'aspect aussi involontaire de la chose, où on peut être en dette énergétique sans le savoir et de manière involontaire, et là aussi c'est très compliqué, parce que du coup une fois qu'on a compris qu'on est dans ce problème-là, du coup il faut consulter son médecin, le nutritionniste, diététicien, pour essayer de justement pallier ce déficit énergétique et rééquilibrer la balance énergétique. Il y a toutes les problématiques aussi autour de l'obsession, autour de la nourriture. Je vais contrôler tout ce que je mange, je vais faire des régimes privatifs, on va supprimer les pâtes, on va supprimer la viande, on va supprimer des aliments. Il y a cette relation aussi, cette obsession aussi quelquefois du manger sainement qui peut devenir un peu pervers, et là aussi il faut être vigilant. Des fois ça devient effectivement, il faut faire attention à sa nutrition, mais il ne faut pas que ça devienne obsessionnel. Il faut garder la notion de plaisir, il faut évidemment, la privation n'a pas sa place, et ça c'est important de le rappeler. Bien sûr, oui. Après, il y a certaines pathologies de maladies aussi qui nécessitent, par exemple, l'éviction du gluten. Il y a vraiment des cas où on a une adaptation du régime alimentaire qui est nécessaire. Après, il y a cru aussi. Voilà, il y a plein de régimes différents. Le régime cétogène, il y a les régimes, végétariens aussi, par des convictions personnelles, écologiques, tout s'entend. Mais il faut, moi, je pense que tant qu'on est bien suivi sur le plan médical et nutritionnel, et qu'on sait ce qu'on fait, il y a pas de souci particulier, mais il faut vraiment, ça fait partie de la santé, de la performance aussi, mais surtout de la santé. Donc c'est un point où il faut vraiment être accompagné, je pense, si on a des doutes sur ce qu'on met dans son assiette, et si on est bien dans les clous, entre guillemets, quoi. Et on se fait accompagner de professionnels de la nutrition, de l'alimentation, et pas sur les réseaux sociaux, on évite. Il y a des très bons professionnels, mais en tout cas certains régimes des fois mis en avant sur les réseaux. Faites attention à ce type de contenu. Parlez-en en tout cas des professionnels qui sont formés qui vous donneront des conseils personnalisés. C'est quand même beaucoup mieux. Marion, de manière un petit peu plus globale, est-ce qu'il existe des blessures, des pathologies qui vont plus concerner les coureuses féminines dans notre sport ?
Il y a quand même les fractures de fatigue. Et puisqu'on parlait des TCA, on peut rebondir là-dessus. On se situe du coup dans une sportive qui a une activité physique intense, ou pas forcément intense. On peut faire une fracture de fatigue sans s'entraîner 15 heures par semaine. Mais on est dans le cadre d'une patiente sportive qui a une dette d'énergie, et du coup, ça va avoir un impact au niveau hormonal. D'accord ? Elle va avoir une baisse hormonale, les fameux œstrogènes, progestérone dont on parlait tout à l'heure. Il va y avoir une baisse hormonale. Les cycles qui vont petit à petit, on va dire, s'agrandir. Donc, on va avoir ces règles tous les 35, 40, 45 jours, puis peut-être plus du tout. C'est ce qu'on appelle l'aménorrhée, une absence de cycle pendant au moins 3 mois. Donc tout ça, ça va avoir un impact au niveau hormonal, et ça va avoir un impact au niveau osseux, puisque du coup les œstrogènes participent au métabolisme osseux, à la régénérescence osseuse. Tous les jours, on crée des micro-impacts en courant, en marchant au niveau de nos os, et ces micro-impacts sont réparés par des cellules qu'on appelle les ostéoblastes au niveau du tissu osseux. Et du coup, tout ça, cette consolidation du calcium se fait grâce aux œstrogènes. Donc, si d'un côté, j'ai moins d'œstrogènes, j'ai moins d'hormones, je fixe moins bien le calcium, mon métabolisme osseux se fait moins bien, et je suis plus sujette à la fracture de fatigue. C'est vrai qu'il y en a quand même plus il y en a aussi chez les hommes, bien sûr, mais il y a quand même plus dans le nombre en prévalence, il y en a quand même plus chez la femme. Et du coup, c'est vrai que c'est une des blessures prédominantes chez les femmes, qu'on rencontre plus chez les femmes, donc la fracture de fatigue. Au niveau tendineux, j'ai pas notion qu'il y ait plus de tendinopathie chez la femme les genoux, il y a souvent les problèmes de genoux. Il y a souvent des problèmes de syndrome femmes. rotulien, d'irritation, ce qu'on appelle le syndrome fémoro-patellaire, l'irritation du cartilage un petit peu au niveau de la rotule, une petite inflammation. Ça peut gâcher la vie des coureuses à pied. Je sais que j'ai beaucoup d'amies coureuses qui ont ce type de problème. Au niveau, là encore, c'est au niveau musculaire aussi, où ça peut se régler avec un bon renforcement musculaire au niveau du bassin, au niveau des fessiers. Mais c'est vrai qu'il y a une prédominance féminine. On dit souvent aussi qu'il y a une petite part aussi de psychologie dans le syndrome rotulien. Alors, je dis pas que c'est une maladie psychologique. Alors, quand t'as le genou qui grince, la psychologie, des fois... Non, mais du coup, tu vois, quand t'es préoccupé par plein de choses au niveau de la vie. Et un peu comme le dos, ouais. Voilà, après, c'est pas du tout en premier. Il y a d'abord la charge mécanique sur le genou. Il y a le manque au niveau musculaire, préparation physique générale. Mais c'est vrai que du coup, c'est une pathologie qui est quand même prédominante, effectivement, chez les femmes. Et puis aussi toutes les problématiques autour de l'équipement sur les syndromes rotiliens. Et justement, ça m'emmène à ma deuxième question. Les gammes running pour femmes, elles ne sont pas forcément très étoffées. Je pense notamment à la brassière. Dans le sport en général, d'ailleurs, j'ai appris dans un podcast qu'il n'existait pas de brassière de boxe pour femmes jusque dans les années 2010-2011. Donc c'est quand même c'est assez dingue de se dire qu'encore aujourd'hui, on en trouve très très peu, ou sinon à des prix qui sont exorbitants. Là aussi, peut-être que les équipementiers ont un travail à faire pour pouvoir démocratiser ça, parce qu'aujourd'hui, une bonne brassière, bon, ça tu vas me le dire, mais je crois savoir que ça coûte assez cher. Il y a encore beaucoup de travail pour ça, et s'il y a des marques qui nous écoutent, nous on essaye de passer le message, parce qu'il faut vraiment développer ça. On a le droit de courir, on a le droit à un minimum de confort et de maintien. Toi, quel conseil tu pourrais donner pour bien choisir ces équipements, et quel constat aussi tu fais, vu que tu es aussi athlète, sur ces problématiques-là? Encore une fois, c'est aussi individuel, parce qu'on a tous des poitrines différentes. Après, il faut surtout pas aller courir, je pense, avec une simple brassière, tu vois, de fitness, celles qui sont pas du tout renforcées, ou qui ont pas du tout qui sont faites pour faire du sport en salle, mais sans forcément beaucoup de rebonds et d'impact. Donc, je pense qu'il faut vraiment choisir la brassière selon la taille de sa poitrine, et surtout selon l'activité qu'on réalise. Donc, en course à pied, il y a quand même quelques marques là qui commencent à vraiment bien évoluer, ne serait-ce que sur la matière du tissu, éviter les grosses coutures, parce qu'à un moment ça brûle, ça peut donner quand même pas mal d'irritation au niveau sous les seins, et au niveau des aisselles. Donc c'est vrai qu'il faut, je pense, bien l'essayer au préalable, avoir la taille correcte, pas trop acheter sur internet quand on sait pas trop quelle taille on va mettre. Ça peut vraiment varier d'une marque à une autre.
Après, sur le reste de l'équipement, au niveau short, t-shirt, voilà, il y a maintenant il y a des équipements qui permettent de pas mettre par exemple une culotte, il y a un shorty en dessous du short. Donc c'est vrai que ça permet aussi d'éviter les irritations. Ça c'est magique. Ouais. Même pour les hommes. Pour les hommes, c'est aussi beaucoup utilisé. Donc, c'est vrai qu'il y a le phénomène un peu double short où, du coup, ça permet, surtout si on fait des épreuves un petit peu longues, de ne pas avoir d'irritation au niveau de la culotte. Après, les textiles, ils commencent aussi à rechercher des textiles qui sont sans couture, assez doux pour justement pas créer d'irritation et de frottement. Donc ça évolue. Ça évolue, ouais. Les marques commencent à s'en intéresser. Le problème, c'est les prix. Oui, c'est sûr que... plus cher. Après, certes, c'est plus technique, mais il y a aussi des efforts à faire en termes d'égalité pour aussi au niveau des marges. Je pense qu'on ne peut pas appliquer un coefficient de manière bête. Il faut aussi avoir un côté humain et se dire peut-être que sur certains produits très spécifiques, parce qu'il faut favoriser la pratique du sport, voilà, avoir cette petite attention-là pour peut-être gagner un peu moins d'argent, mais rendre plus accessible, démocratiser du matériel de qualité pour les femmes. C'est important de le demander. Autre fait, on va rentrer un peu dans les statistiques. Je ne sais pas si tu es au courant. Aujourd'hui, on est à l'UTMB. On est à Chamonix. Aujourd'hui, on est à Chamonix à l'occasion de l'UTMB. Mais moins de 10% de femmes sur l'édition de 2020. Moins de 10% de femmes sur l'UTMB. Le marathon de Paris, c'est 27% de femmes. Alors, on l'a dit, un coureur sur deux est une femme. Pourquoi finalement, dès qu'on allonge un peu la distance, sur 10 km, sur semi, la parité elle est présente, mais dès qu'on allonge la distance, il y a moins de femmes. Alors que paradoxalement, on sait que les femmes, c'est là où il y a le moins d'écart. Par exemple, Courtney Dauwalter, elle a fait un top 10. Le record féminin et le record masculin sur marathon, c'est là où l'écart il est le moins grand. Les femmes semblent plutôt avantagées dès qu'on allonge la distance par rapport aux hommes. Et pourtant, elles sont moins présentes. Comment tu l'expliques ça ? Je pense déjà que même si ça fait une vingtaine d'années le trail running est de plus en plus médiatisé et populaire, c'est quand même une discipline qui reste quand même beaucoup plus jeune que le marathon. Le marathon, il y a quand même pas mal d'années que c'est pratiqué. Il y a l'aspect quand même environnemental aussi, c'est pas pareil de courir en ville sur du bitume que d'évoluer en montagne où l'environnement peut être un petit peu plus hostile, il y a une météo qui peut beaucoup varier en montagne, on l'a vu tout à l'heure quand on s'est pris la pluie à l'extérieur. Le terrain est un peu plus technique et puis c'est vrai que plus tu allonges les distances, plus ça demande du temps aussi d'entraînement. Donc il y a peut-être aussi le côté image de la femme, l'impact un petit peu, l'image sociétale de la femme qui, déjà à la base, quand tu remontes quelques années en arrière, 50 ans en avant, déjà le sport et la femme, c'était quand même pas la priorité. Donc c'est aussi quelque chose qui évolue beaucoup. Avant 1950, déjà, on s'intéressait pas du tout aux répercussions du sport sur la santé de la femme. Donc c'est quand même, pour moi, c'était il y a pas si longtemps que ça, tu vois. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a les mentalités qui vont aussi un petit peu évoluer. Les femmes vont peut-être un peu plus oser se lancer sur des courses un peu plus longues. Ça demande du temps, ça demande une organisation, tant au niveau un enfant. Au niveau professionnel et au niveau personnel, au niveau familial. Donc il faut que la famille soit OK, que le conjoint suive aussi et qui permette à la sportive, à la femme d'aller s'entraîner. Donc c'est sûr que je pense que les habitudes vont changer un peu. Là, pour l'instant, sur certaines disciplines, on est encore plus sur un modèle plus genré au niveau des hommes, mais je pense que de plus en plus de femmes vont quand même oser se lancer sur ce genre de défis. Et je pense qu'il faut communiquer comme aujourd'hui, comme via les podcasts ou toutes ces femmes sportives qui partagent un petit peu leur expérience. Je pense qu'on doit plus communiquer là-dessus et dire que c'est possible et qu'en plus on a les qualités physiologiques, musculaires pour bien répondre. Pourquoi d'ailleurs justement les femmes sont un peu avantagées par rapport aux hommes? Je crois que c'est lié au fait que les femmes peuvent enfanter, donc elles ont une gestion énergétique un peu différente des hommes. Tu veux dire sur la capacité à endurer Exactement, à mieux gérer les ressources énergétiques sur les longues distances.
On brûle plus facilement nos graisses, on oxyde plus facilement nos graisses, ce qu'on appelle la lipolyse. Donc c'est quelque chose qui a été prouvé chez la femme. Donc sur les sports d'endurance où tu es 20-30 heures sur les sentiers, c'est vrai que t'es plus, au début tu utilises plus les sucres et après tu es plus sur ce qu'on appelle la lipolyse où tu vas plus brûler tes graisses pour apporter de l'énergie à tes muscles. Donc on a cette capacité à peut-être mieux brûler, oxyder les graisses pour comme réservoir énergétique. Un peu plus de stock aussi au niveau des hanches. Peut-être aussi un petit peu, ouais. Et puis après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gestion qui est différente par rapport un meilleur mental aussi. C'est cette question-là du mental. C'est vrai que je pense que les femmes, quand elles s'inscrivent à ce genre d'épreuve, elles sont plus dans c'est un accomplissement plutôt personnel. Et elles ont elles ont plus cet aspect sport bien-être, sport. Je me fais plaisir, je m'extirpe de mon quotidien, de ma vie familiale, de ma vie professionnelle pour vraiment accomplir quelque chose pour moi. Et je pense que les hommes sont quand même plus dans une recherche de bagarre et de performance. Et peut-être que la gestion et le mental est vraiment différent hommes et femmes. Donc c'est une part qui est quand même pas négligeable sur des épreuves d'ultra-endurance, ce mental. Et peut-être que il y a cet aspect un peu meilleure gestion de course au niveau mental et en plus des capacités qu'on a au niveau musculaire et physio sur les graisses. Même si on ne fait pas de généralité, évidemment, il y a des hommes qui ne sont pas dans l'ego. On l'a vu encore avec Ludovic Pomeray qui a une très bonne gestion de course. On parle juste en termes de majorité statistique. Il faut bien reconnaître que certains hommes aiment bien des fois partir très très vite et on voit quand même moins souvent de femmes. Et aujourd'hui, tu vois, je pense à Courtney Dauwalter. Je ne sais même pas si aujourd'hui elle s'intéresse à les premières féminines. Je pense que ce qui l'intéresse, c'est son classement au scratch. Je pense exactement. qu'elle écrase tellement la concurrence de toute façon que. Ouais. et puis dans les années à venir, je me dis, est-ce que sur certains formats assez spécifiques, est-ce que ça fait encore du sens de genrer tu vois les classements. Je pense que c'est des questions en tout cas qui vont se poser dans les années à venir. Il y a toutes les questions, les problématiques, pour en avoir parlé aussi avec des marathoniennes pour le coup, mais je pense que c'est la même chose sur le trail. Quand on a des enfants, ça devient un peu plus compliqué parce que aujourd'hui, le fait de devoir aller chercher ses enfants à l'école, s'en occuper, ça peut être mal vu d'aller s'entraîner, de passer des longs week-ends à finalement courir. Ça peut être mal vu et pas forcément chez les hommes d'ailleurs. Moi j'ai déjà vu dans mon milieu professionnel des femmes critiquer d'autres femmes parce que justement elles s'accordaient ce droit-là, peut-être qu'elles ne s'accordaient pas parce que des préjugés par rapport à ça. Donc c'est vraiment le regard des autres, il peut venir de partout, hein. Faut pas penser que c'est que les hommes, ça c'est important de le dire aussi. L'image de la femme évolue quand même beaucoup depuis de nombreuses années et on n'est plus juste pour comme tu disais, enfanter et s'occuper même au milieu professionnel, ça a énormément évolué ces dernières années et ça doit évoluer au niveau sportif. Je vois pas pourquoi madame ne pourrait pas aller courir et c'est monsieur qui garde le petit. Donc après il y a aussi peut-être un peu de culpabilité, je pense, quand tu deviens maman et que tu dois laisser ton petit aller t'entraîner pendant 3-4 heures, voire un peu plus. Je pense que à ce moment-là, il y a peut-être des femmes qui se disent non, en fait, j'en ai plus forcément envie d'aller m'entraîner autant d'heures. Je préfère rester avec mon enfant. Et t'en as d'autres qui quand même arrivent à aller s'entraîner, mais il y a quand même cette part de culpabilité qui doit être présente. Et c'est vrai que je pense qu'il faut pas hésiter à en parler et à partager ça avec son conjoint parce que c'est normal, je pense, de ressentir ça. Mais si elle en a vraiment envie et que le sport fait vraiment partie de sa vie, c'est vrai que c'est dommage de se priver d'un UTMB, par exemple. Exactement. Et puis l'enfant, il sera très fier de sa maman quand même. Moi, si ma maman a fait un UTMB, je serais fasciné. C'est quand même très très bien. Et puis des bons parents, c'est des parents heureux. Donc, exactement. Il y a un équilibre, je pense, comme dans plein de choses, plein de domaines dans la vie, il faut trouver le juste équilibre. Si on se prive des choses, la privation, c'est jamais bon. C'est le juste équilibre. Tu fais bien de le rappeler. Ça a été un épisode passionnant, Marion. En conclusion, comment est-ce qu'on pourrait synthétiser tout ce qu'on s'est dit, le mot de la fin, si tu voudrais insister sur quelque chose, préciser quelque chose? Comment on peut conclure ce beau échange qu'on a eu aujourd'hui? Encourager le sport féminin, ça c'est la priorité, je pense, des prochaines années, et surtout dans le milieu du trail, parce que c'est une pratique, je pratique du trail, donc c'est vrai que c'est aussi un sport qui me tient énormément à cœur. Donc encourager les femmes dans le trail, mais en
en préservant la santé. Enfin, pour moi, c'est vraiment hyper important. Il ne faut pas qu'il y ait de dérives, on l'a dit, au niveau alimentaire. Il ne faut pas qu'il y ait de troubles du cycle qui s'installent. Il ne faut pas qu'il y ait de désordres hormonaux. Et ça, il faut vraiment se faire bien suivre. Médecin, kiné, sage-femme, il faut vraiment, gynécologue, il faut vraiment en parler pour que tout se fasse correctement. Il n'y a pas de raison. On peut faire des courses courtes ou longues, tout en préservant sa santé, c'est très important. Donc, soyez vigilantes par rapport à tout ça. Et voilà, c'est juste le mot de la fin pour moi. Merci infiniment Marion, ça a été un épisode passionnant. Moi, ça m'a beaucoup intéressé, même en tant qu'homme. Et j'espère que ça intéressera aussi tous les auditeurs du podcast, parce que même si on n'est pas directement concerné, on peut être un papa, on peut être un conjoint, on peut être aussi un entraîneur. Donc on doit aussi, c'est important, s'intéresser à ces questions-là. Merci beaucoup Marion, merci encore aux équipes de On Running de nous avoir accueillis à Chamonix dans leur espace. Et puis rendez-vous dès lundi prochain pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un coureur et dès le mois prochain pour un nouvel épisode de Body and Mind. À très vite. À très vite.